Qu'est-ce que le complotisme en 2025? Bon, c'est un phénomène bien connu, le complotisme, qui traverse l'histoire, et on en parle effectivement beaucoup, plus qu'auparavant, depuis une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce que nos modes d'accession à la connaissance, à l'information, ont changé. C'est Internet, c'est le smartphone, c'est les réseaux sociaux. C'est à travers ces filtres-là qu'on a accès à la connaissance, à l'information. Et ce sont des véhicules très utiles pour le complotisme, particulièrement pour le complotisme. C'est-à-dire que ce contexte technique, technologique, il vient redistribuer les cartes et donner une chance formidable au complotisme, aux fausses croyances en général, aux intox, aux fake news, de se développer comme jamais probablement auparavant dans l'histoire contemporaine. Pourquoi? Parce que cet environnement technique, cet écosystème, il favorise ce type de contenu. Les contenus faux, parce qu'on sait qu'ils donnent une prime aux émotions en particulier, et le complotisme joue particulièrement sur les émotions, sur l'indignation, c'est fondamentalement un discours d'accusation, une théorie du complot, qui cherche des coupables, qui accuse et qui condamne moralement. Et ensuite, c'est un contexte technique qui fonctionne sur le modèle de l'économie de l'attention. Il s'agit de capter votre temps de cerveau disponible, votre attention, et pour cela, de vous donner ce qui va vous faire rester le plus longtemps connecté aux plateformes, notamment de réseaux sociaux ou de vidéos en ligne. Et on sait que ce qui nous fait rester le plus longtemps en ligne, connecté, ce sont les contenus sensationnalistes. Or, les théories du complot, ce sont par définition des contenus sensationnalistes, puisqu'elles prétendent nous révéler une vérité cachée, une vérité qui serait dissimulée par des puissants, qui comploteraient, qui donc d'une certaine manière nuirait au bien public et donc nous nuirait à nous en tant que citoyens, en tant que particuliers. Donc ce sont des contenus effectivement qui se prêtent bien à cette économie-là et on les a vus s'épanouir considérablement ces 2 dernières décennies. C'est très très clair, toutes les études convergent pour l'attester. Donc le complotisme en 2025, c'est ça. C'est un phénomène ancien qui a une actualité aujourd'hui très brûlante et qui nous influence probablement comme rarement ou jamais auparavant dans l'histoire moderne, et qui a des conséquences observables en termes de radicalisation, de consentement à la violence. On sait que c'est corrélé à l'extrémisme politique, le complotisme, en termes de polarisation de nos sociétés également. Ça va de pair, c'est-à-dire qu'on sait que quand on vote, par exemple, aux 2 extrémités du spectre politique, eh bien, on a tendance à adhérer plus facilement aux théories du complot, n'importe lesquelles d'ailleurs, que lorsque on est plutôt modéré politiquement. Voilà. Donc ça, ce sont des enseignements très, très robustes de la science politique, de la sociologie politique. Donc il n'y a pas de vrai mystère. On sait en réalité comment fonctionne le complotisme. On sait quelles sont les variables prédictrices d'une adhésion aux théories du complot. C'est pas par exemple spécialement le sexe ou l'âge, et c'est plus par exemple les tranches d'âge, les générations plutôt que l'âge. Pourquoi les générations? Parce que eh bien, les plus jeunes ne sont pas plus complotistes que la moyenne parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils sont jeunes maintenant. Et parce qu'ils sont jeunes à un moment où ils se socialisent politiquement et où ils sont exposés à davantage de théories du complot qu'auparavant. Et ils y sont plus exposés, tout simplement parce qu'ils sont baignés, plongés en permanence dans cet écosystème informationnel qui favorise justement ce qu'on appelle les bulles de filtre, l'enfermement algorithmique et un phénomène qui s'appelle le rabbit hole, c'est-à-dire la capacité à tomber au fond du terrier du lapin blanc. C'est une image qui est empruntée à Lewis Carroll, à Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire à n'être exposé très rapidement qu'à un seul type de contenu dès lors qu'on a vu 1, 2. Les algorithmes de recommandation des plateformes vont vous recommander et vous enfermer dans cet univers-là, dans cet imaginaire-là, ce qui fait que vous allez vous mettre de plus en plus à consommer ces choses-là et par simple biais d'exposition, vous allez vous mettre à y adhérer davantage. Donc voilà ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Est-ce que les théories du complot vont plus vite que notre éducation aux nouvelles technologies? Oui, sans aucun doute. Parce que d'abord, l'éducation aux médias et à l'information, c'est enseigner
sans doute pas suffisamment dans le système primaire et secondaire, mais surtout, en réalité, tout le monde en aurait besoin potentiellement, toutes les tranches d'âge, y compris les actifs, y compris les retraités, parce qu'on a basculé dans cette société numérique sans forcément l'avoir décidé, l'avoir planifié. C'est quelque chose qui nous est arrivé en grande partie. Ça rétroagit sur notre imaginaire, sur nos usages, etc. Donc oui, clairement, ça prend du temps, c'est à l'échelle d'une génération entière au moins, et en attendant, les théories du complot, elles prolifèrent, non seulement elles prolifèrent en termes de nombre, mais aussi en termes de construction intellectuelle, d'arguments, parce qu'aujourd'hui, elles se forment sur Internet de manière collaborative, un peu comme sur Wikipédia, si vous voulez, c'est-à-dire que tout le monde, potentiellement, toutes les personnes qui sont influencées par cet imaginaire complotiste peuvent à leur tour devenir des acteurs de production, de coproduction des théories du complot. Et c'est précisément ce qu'on observe. Donc on a, sur le moindre fait d'actualité un peu marquant, des récits conspirationnistes qui apparaissent instantanément, on peut le dire, et d'une sophisticité, d'une complexité bien plus grande que ce qu'on observait auparavant. Donc, si vous voulez, la rumeur complotiste, les fake news, elles sont devenues oui, beaucoup plus compliquées aussi à réfuter. On ne les balaye plus d'un revers de la main, il faut contre-enquêter. Et le temps de l'enquête, vous le savez, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça suppose des ressources, des moyens. Et en face, on a un secteur, la presse, une profession, les journalistes, qui est un secteur en crise. Qui est une profession qui se prolétarise dans le sens où c'est très difficile de commencer une carrière de journaliste, de rester journaliste, sans se reconvertir, parce que c'est compliqué, parce que les places sont chères, parce que les grands journaux, les grands médias d'information sérieux, fiables, ont moins de moyens qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'illusion que l'information est gratuite sur Internet, sans être abonné à un journal d'information, comme on pouvait l'être il y a 30 ou 40 ans, eh bien, on a de l'information continue sur nos smartphones. Or, c'est une illusion, parce qu'en réalité, il y a toujours un moment quelqu'un qui paye, des annonceurs, ou nous par nos abonnements, et l'information n'est jamais gratuite. Or, avec l'émergence d'un secteur alternatif, pseudo-informationnel, qu'on appelle la réinfosphère, ou notamment la complosphère, c'est-à-dire tous ces blogs, et sites et médias complotistes, eh bien, on a l'illusion que cette information elle est gratuite et que tout se vaut, que cette information-là, ces messages-là valent des messages de médias fiables ou sérieux qui, au demeurant, ne sont pas exempts de tout reproche, hein, ils ne sont pas parfaits, ils sont loin d'être parfaits. On doit les critiquer, on peut les critiquer, mais ce n'est quand même pas des médias de même nature. Vous avez des sources qui ne sont pas parfaites, mais qui sont relativement fiables, qui vont vous parler du réel quand même. Et c'est précieux, et il faut le protéger. Et il faut se dire aussi que, précisément, notre temps de cerveau disponible, c'est une ressource limitée. Il n'y a que 24 heures dans une journée. On a, chacun de nous, peut-être 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour les plus chanceux, par jour, pour nous informer. Eh bien, le temps qu'on passe sur ces sites d'information alternatifs qui ne sont pas fiables, c'est du temps qui est pris à des sources d'informations fiables. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est quelque chose qui nuit à la bonne information. La mauvaise information nuit à la bonne information, comme la malbouffe nuit à la nourriture saine, si vous voulez. Dans le sens où c'est comme la mauvaise monnaie en circulation, quoi. Elle vient démonétiser tout le reste et accabler l'économie. Donc c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours spontanément, mais c'est ça, je crois, l'enjeu, et c'est un enjeu éminemment démocratique. Si on veut s'informer au quotidien, eh bien c'est mieux de nourrir une hygiène intellectuelle, une hygiène informationnelle, qui consiste à de temps en temps, y compris lire des médias ou consulter des médias avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, avec lesquels on ne partage pas toujours les mêmes vues, les mêmes visions du monde, les mêmes vues idéologiques en particulier. Voilà, ça fait partie de la diversité informationnelle. Donc ça, c'est important à mon avis. 2, je dirais qu'il faut avoir un rapport humble à l'information. Ça n'est que de l'information et il faut toujours ménager la porte, la possibilité de pouvoir changer d'avis
au regard de l'évolution d'un dossier. Si on n'en sait plus sur un dossier, voilà, il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas être sectaire, il faut se dire, ok, mon opinion peut avancer, peut évoluer. Parce que ça n'est qu'une opinion, au final. Il n'y a rien de plus léger, d'une certaine manière, qu'une opinion. Et ensuite, je dirais qu'il faut peut-être aussi être indulgent avec la presse. Il faut être exigeant dans le sens où il faut s'attendre à ce qu'elle nous informe correctement, et quand elle ne le fait pas, il faut pouvoir le dire librement. Et puis, il faut aussi être indulgent, c'est-à-dire comprendre les contraintes qui pèsent sur une rédaction, par exemple. Une rédaction, elle ne peut pas vous informer en temps réel, parce qu'en réalité, en temps réel, on ne peut pas informer. Informer, ça suppose de vérifier l'information, de la recouper le cas échéant. Et ça suppose un temps entre le fait générateur, ce qu'on observe, puis ce qu'on va délivrer à un public. Si on est responsable, on va d'abord vérifier l'info. Or, sur les réseaux sociaux, on a l'impression d'une grande instantanéité parce qu'il suffit d'avoir des images qui arrivent pour se dire c'est ça la réalité. Non, pas toujours, loin de là. Et très souvent, les images ou les informations qui nous arrivent, quand on les vérifie, on s'aperçoit que par effet de cadrage, on n'a que la moitié du sujet, la moitié du problème, et qu'à ce moment-là, on est désinformé. Voyez, donc, il est naturel que la presse prenne son temps, que la contre-enquête prenne un peu de temps. Et lorsque vous voyez des gens qui font profession d'informer ou qui se donnent pour mission d'informer ou de réinformer, avec le sous-entendu qu'on serait désinformé par les médias dits mainstream, il faut toujours prendre un petit temps en se disant « mais qu'est-ce qu'il essaie de me vendre ?» Voilà. Donc je pense qu'il y a une méfiance saine qu'on peut nourrir à l'égard précisément de ces sources d'informations douteuses. Et une méfiance saine, ça ne veut pas dire se méfier de tout le temps. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est au contraire se dire, bon, il faut regarder plus près. Et y compris des médias de désinformation, je suis bien placé pour le savoir parce que c'est mon métier que de les consulter, il leur arrive de dire des choses tout à fait exactes. Mais, et c'est le problème, très souvent ces choses-là vont être mélangées, mêlées à des choses invérifiées, invérifiables, voire fausses. Là, on est vraiment dans la fake news, si vous voulez, ou la manipulation de l'information. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire un tri. Mais moi, je m'intéresse à ces sources-là parce que c'est mon métier que de les critiquer, de les réfuter. Mais la plupart des gens, qui encore une fois n'ont pas ce métier, ce qu'ils veulent, c'est être correctement informés, a priori. Sauf s'ils veulent rester dans le confort de leur certitude idéologique. S'ils veulent être correctement informés, ce n'est pas très compliqué en réalité. Il faut aller voir des grands sites d'information. Et encore une fois, sans les considérer comme paroles d'évangile. Ça n'est des sites d'information que des êtres humains en chair et en os qui ont leur propre biais, ont leur propre histoire, leur propre parcours, trajectoire de vie, etc. Normalement, ils sont garants d'une forme de déontologie parce que les grandes structures, l'AFP en France, Le Monde, etc., ils n'ont pas intérêt à vous désinformer parce que s'ils le font, ils vont commencer à perdre leurs lecteurs, leurs clients. Donc il y a un enjeu de réputation et d'image là qui se joue, donc ils n'ont pas intérêt à vous désinformer. Mais ils peuvent avoir une ligne idéologique qui parfois ne va pas faire la place nécessaire à certaines informations. Ils vont considérer que dans la hiérarchie de l'information, ça prend moins de place qu'un sujet qui pour eux est plus important. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais globalement, si vous lisez la presse de gauche et la presse de droite, si vous lisez Libération et Le Figaro, normalement, ils vous parlent à peu près de la même chose, c'est-à-dire du réel. Ils ne vous diront pas, par exemple, que tel justiciable a été condamné alors qu'il n'a pas été. Vous voyez, les faits vont être les mêmes. En revanche, l'interprétation des faits va sans doute être différente. Il y a une éditorialisation, il y a une hiérarchie dans les sujets qui va changer, parce que les priorités changent. Et ça, c'est normal, c'est la démocratie. Donc, on a besoin de ce pluralisme, cette pluralité. C'est presque un service public, c'est, à mon avis, un service public. C'est-à-dire qu'on a besoin, en démocratie, de voix dissonantes, divergentes, parce que, tout simplement, une société, ce n'est pas un corps organique unique, c'est des gens de milieux divers, socio-économiques, qui ont une histoire diverse et qui ont des intérêts aussi divers. Et c'est légitime pour eux de les défendre, ces intérêts. Je dirais que l'instantanéité dans laquelle on est ne facilite pas la prise de recul et le moment, le temps de réflexion, de distance, de prise de hauteur
Alors, heureusement, il y a des médias qui ne sont pas tous numériques, mais aussi des médias qui sont en papier, qui sortent toutes les semaines, voire tous les mois, voire des trimestriels, qui donnent le temps d'une respiration, d'une réflexion par rapport à l'actualité, qui permet de prendre du champ, de la hauteur. Et c'est sain aussi de se reporter à ces médias-là, à mon avis. Non, l'un des grands changements majeurs, à mon avis, c'est le fait que chacun de nous, dès lors qu'il est connecté, dès lors qu'il a un compte à un réseau social, il devient lui-même producteur de contenu, donc potentielle source d'information. C'est-à-dire que lorsqu'on a un compte sur un réseau social, on est de fait un média. Pour peu qu'on commence à avoir beaucoup de suiveurs, d'abonnés, de followers, on est de fait un média. Or, on ne nous applique pas les responsabilités qu'on devrait nous appliquer, qu'on applique en tout cas aux médias traditionnels. Et ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est celui du pseudonymat et ou de l'anonymat. C'est-à-dire qu'on sait que, et depuis très longtemps, la psychologie sociale a identifié le phénomène depuis au moins le XIXe siècle, qu'on ne se comporte pas de la même manière en foule, anonyme, et individuellement. On fait en foule des choses qu'on ne ferait jamais individuellement de notre propre initiative. Mais à l'abri de la foule, dans le confort, dans la chaleur de la foule, on devient un anonyme et on devient la partie d'un tout. Et on se livre à ce moment-là, beaucoup de gens le font, à des choses, y compris délictueuses, qu'ils ne feraient jamais individuellement sous leur propre identité. Voilà. Et donc ça fonctionne, l'anonymat ou le pseudonymat, comme un facteur de désinhibition de la parole, donc y compris de la parole qui montre et qui affirme son adhésion aux théories du complot, mais y compris la parole raciste, sexiste, homophobe, antisémite, haineuse en général. Oui, on voit une décomplexion, une désinhibition de cette parole-là. Et cette parole-là, en plus, elle jouit, elle bénéficie d'un biais dit de négativité. C'est-à-dire que ça génère beaucoup d'engagement sur les réseaux sociaux, cette parole-là, parce que ça suscite des émotions très fortes. Et donc, cette parole-là est poussée davantage par les algorithmes. Elle bénéficie d'une sorte de prime de visibilité algorithmique. C'est pour ça qu'on a l'impression d'être envahi par des choses très négatives, du clash, des propos haineux, diffamatoires. En réalité, ils sont dans la société beaucoup moins présents que sur les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, c'est un miroir très déformant de la réalité. Beaucoup de gens sont modérés, mais ne s'expriment pas, sont dissuadés de s'exprimer, précisément parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir être entendus, parce que les plus véhéments, les plus violents, les plus radicaux vont, d'une certaine manière, confisquer leurs paroles et les intimider. Donc il faut comprendre qu'il y a cette déformation-là, d'une part, pour se dire que tout ne va pas si mal, d'une part, mais aussi pour comprendre que derrière cette économie de l'attention, il y a un enjeu, même en termes de liberté d'expression. Que les paroles polarisées, radicalisées, soient plus vocales et donc aient une empreinte plus grande que les paroles modérées, nuancées, qui sont, comment dire, qui recherchent la complexité des choses, c'est un problème structurel. Et on n'a pas encore trouvé de baguette magique pour régler ce problème-là, sinon celui de la régulation. De toute façon, il va falloir réguler davantage que ce qu'on le fait aujourd'hui. Des textes de loi existent, y compris au niveau européen, et en particulier au niveau européen. Est-ce qu'ils sont suffisants pour régler le problème? D'abord, il faudrait commencer à les appliquer réellement. Et ensuite, de toute façon, cet enjeu de régulation, il va se poser d'une nouvelle manière, très rapidement, avec l'arrivée dans nos vies quotidiennes de l'IA générative. Il y a quand même un phénomène qui menace notre accès à la connaissance et à l'information à moyen terme, vraiment dans les années qui viennent. C'est l'émergence d'un Internet insincère, qu'on appelle la théorie de l'Internet mort. Qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut comprendre qu'il est probable que dans les années qui viennent, notre mode d'accès à l'information se fera par le filtre des IA génératives. On ne passera plus forcément par Google ou par un réseau social, mais directement par une IA générative, qui fusionnera peut-être éventuellement avec un réseau social d'ailleurs. C'est ce qui se passe sur X avec Grok. Dans ce schéma-là, les IA génératives qui vont nous répondre, qui vont être nos assistants de vie, elles vont continuer à aller chercher
le stock de données sur lesquelles elles s'entraînent, là où il se trouve, c'est-à-dire sur Internet. Mais si demain vous avez un Internet qui est saturé de contenu qui lui-même a été produit par des IA, vous voyez le problème. C'est-à-dire que l'IA va vous répondre en fonction d'un stock de données, d'un jeu de données, qui lui-même, pour l'essentiel, en tout cas majoritairement, est issu d'une production par des IA. Ça, on est en train de l'observer déjà, avec certains sites qui sont gérés automatiquement, qui produisent énormément, d'une qualité médiocre, qui ne sont pas faits pour que vous ou moi, on les lise, mais pour que des IA s'entraînent dessus. D'accord ? Et pour en fait influencer les résultats de ces IA. Donc c'est la porte ouverte à des manipulations de l'information absolument délétères qui vont rétroagir sur notre capacité à savoir ce qui se passe réellement dans la réalité et donc sur nos choix et nos choix de citoyens en démocratie. C'est un problème majeur qui menace réellement nos démocraties libérales. Donc il va falloir réguler, parce que si on ne régule pas, et si on ne le fait pas suffisamment à temps, eh bien potentiellement c'est la démocratie qui peut mourir, en tout cas sous la forme sous laquelle on la connaît.